All day there has been heavy air activity, and throughout the sunny 2 hours at noon, the sky was full of Allied planes giving close support and bound on bombing missions. Late last night, frontline correspondents reported that General Patch's 7th Army, pressing toward the German border, had linked up with General Patton's 3rd Army south of the frontier. The Japanese... the general withdrawal of two crack divisions cheer up, you guys out there. You may be seeing that New York skyline sooner than you think. And that's all from the newsroom. We'll be with you again first thing tomorrow morning. Stay tuned for your late night news round. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur On se fait une toile, bienvenue aux cinéphiles et aux amateurs de cinéma. Aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver pour vous parler d'un film assez méconnu. Effectivement, imaginez un film avec Robert Mitchum en uniforme plongé dans un procès militaire trouble au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Réalisé par un futur metteur en scène de James Bond, là est tout l'intérêt de ce film et pourtant personne n'en parle. Alors voilà pourquoi moi aujourd'hui j'ai choisi The Man in the Middle, en français, l'affaire Winston. Alors installez-vous confortablement, on se retrouve tout de suite après le générique. Cette fameuse affaire Winston nous présente Robert Mitchum qui joue un avocat militaire chargé de défendre un soldat accusé d'un meurtre, celui d'un officier anglais, tous deux basés en Inde. Américains et Anglais devaient administrer la région ensemble, bien que cela crée des tensions. Bien qu'ils ont des façons de faire bien différentes. Il va sans dire que cette affaire est tordue dès le départ. C'est un thriller judiciaire dans le cadre militaire, donc pression hiérarchique, ambiguïté morale et dimension politique automatiquement. Waves reverberated from Washington to London to remotest India, leaving this man in a deadly, desperate spot. The spot I occupy in a situation so tense that one false move can mean the difference between somebody's life and death. You see, I'm the man in the middle of an affair so loaded with tension and intrigue that one misstep, one wrong word can doom a man who does not deserve to die. I'm the man in the middle of a new motion picture which stars the greatest cast that it's ever been my privilege to work with. Cela reste un genre peu représenté entre le film de guerre et le film de procès. On ne trouve pas réellement grand-chose sur ce film tant que ça reste un film assez mineur dans la carrière de Robert Mitchum. Même dans ses biographies, il est simplement passé en revue, mais c'est tout. Donc difficile de trouver des anecdotes et des choses comme ça, mais on va essayer de creuser quand même un petit peu. Déjà, il y a 2-3 points qui sont quand même intéressants dans ce film. C'est vrai que Robert Mitchum est un peu dans le creux de la vague. Il a sorti des films assez moyens durant ces dernières années, et on peut citer d'ailleurs Deux sur la balançoire, Massacre pour un fauve, ensuite viendra un film Madame Croque-Marie, un film à sketch avec Shirley MacLaine. On en reparlera un petit peu plus tard. Et aussi un autre film que vous avez peut-être vu, L'Aventurier du Kenya. Voilà, ce sont des films assez mineurs. Ensuite, la fin de la décennie des années 60 jusqu'aux années 70 sera composée que de westerns. Une valeur sûre, on va dire. Et ensuite, un tournant va s'opérer sur la carrière de Robert Mitchum dans les années 70 avec un nouveau style, une nouvelle façon d'aborder sa carrière, et notamment avec La fille de Ryan de David Lean. L'intérêt de ce film vient principalement aussi de son réalisateur, Guy Hamilton. Est-ce que ça vous dit quelque chose? J'imagine que si vous êtes fan de cinéma, oui. Avant de faire exploser les écrans avec Goldfinger et imposer le style James Bond, Guy Hamilton donc réalisait ce petit film oublié, mais il reste sobre, tendu, avec un Robert Mitchum qui marque une belle collaboration.
Entre l'avocat militaire coincé dans une affaire tordue et James Bond qui boit un martini entre deux explosions, le point commun c'est donc Guy Hamilton, le cinéaste qui sait à peu près tout faire. Il est né en 1922 à Paris, il est élevé entre la France et l'Angleterre, il commencera à travailler comme assistant réalisateur dans les années 40. D'ailleurs, un fameux travail sur Le Troisième Homme de 1949 de Carol Reed, un film culte avec une atmosphère, une tension et des jeux d'ombre incroyables. J'espère d'ailleurs qu'on pourra peut-être traiter ce film dans une rétrospective sur On se fait une toile. Sa première réalisation sera faite avec The Ringer en 1952, un polar. Pour l'affaire Winston, Hamilton montre une maîtrise du rythme, de l'espace et d'une sobriété rare. On pourrait presque qualifier sa réalisation d'académique. Alors, même si l'histoire reste assez sérieuse, on apporte quand même un peu d'exotisme puisque l'action est censée se passer en Inde. Je dis bien censé parce que même si le film a eu droit à une dizaine de jours de tournage en Inde, et notamment pour certains extérieurs, afin de capter des scènes d'ambiance et des plans d'établissement. Ces séquences indiennes ont été intégrées au film pour renforcer l'authenticité du cadre. Ça se voit souvent quand on regarde le film, et la majorité du tournage, elle s'est fait dans les studios Elstree en Angleterre. Et donc ces studios étaient assez réputés puisqu'ils ont déjà accueilli nombre de films, dont La Taverne de la Jamaïque de Hitchcock que nous avons déjà mentionné ici dans sa période encore anglaise. Voilà. Ensuite, ces studios serviront bien sûr à mettre en place des scènes de James Bond. Le choix de production s'explique pour plusieurs raisons. D'abord, des contraintes budgétaires. Le film disposait d'un budget limité disons environ 1 300 000 $. Tourner principalement donc en studio permettait de mieux contrôler les coûts. Organiser un tournage complet en Inde aurait impliqué des défis logistiques importants, notamment en termes de transport, d'hébergement, de coordination des équipes. Pour l'authenticité des visuels, les scènes tournées en Inde offrent, disons, des compromis. Et donc, il ancre malgré tout le film dans un contexte géographique, tout en évitant les complications de tournage intégralement sur place. Mitchum, lui, a accepté le rôle aussi pour diverses raisons. Notamment, il est connu qu'il aimait se déplacer pour faire ses tournages dans des lieux exotiques. Bon, bah là, il se retrouvait en Angleterre. C'est pas tellement exotique, mais en tout cas, il était loin d'Hollywood. Et cela l'a servi, puisque si on revient un petit peu en arrière, parler de Shirley MacLaine. Et à cette époque, il avait une liaison avec l'actrice. Bien sûr, les tabloïds n'arrêtaient pas de relancer cet acteur et cette actrice parce que ça faisait les beaux jours de leur une. Et puis la femme, effectivement, de notre amie Mitchum, Dorothy, eh bien, elle ne se gênait pas pour faire des esclandres en public. Donc, loin de tout ce tumulte, ça arrangeait bien notre ami Mitchum pour mettre un petit peu une distance. Ça ne l'a pas empêché d'arrêter un jour une scène où il était en train de jouer de ce film pour répondre au téléphone de Shirley MacLaine qui l'appelait de New York. Bon, il a été un petit peu remis, on va dire, sur les rails par Hamilton, mais malgré tout, vous voyez l'implication qu'il avait vis-à-vis de cette femme, vous me direz. Mais il avait quand même un rôle inhabituel. Il voulait aussi casser son image. Je vous ai dit, on est dans un tournant dans sa carrière, comme bon nombre d'acteurs à cette époque, comme Lancaster et Douglas, si on ne peut citer qu'eux, qui sont partis sur des projets un peu moins grand public. Ici, Mitchum joue un avocat militaire, intellectuel, discret, plus spectateur que moteur. Le film a aussi une dimension morale sérieuse, sans glamour, donc voulant casser son image, montrer une facette plus sobre, plus intériorisée, ce film pouvait l'intéresser. Il n'était pas tenu par un studio, donc il pouvait choisir ses rôles, il pouvait choisir ses projets, ce dont il avait envie. La production cherchait peut-être des ennuis malgré tout, puisqu'elle a associé deux grands buveurs, c'est-à-dire Robert Mitchum et Trevor Howard. Les deux hommes s'étaient liés d'amitié dans les années 50 alors qu'ils travaillaient au Mexique, et Mitchum était un grand admirateur du talent de l'anglais. Cependant, Howard avait été presque mis à l'index ces derniers temps à cause de son alcoolisme, justement. Nommé aux Oscars pour le film Son and Lover en 1960, Howard
n'avait tourné que 2 films depuis, et ce rôle d'ailleurs était davantage une brève apparition plutôt qu'un vrai second rôle. D'ailleurs, pour décrocher ce rôle, Howard invita le réalisateur et le producteur à lui rendre visite chez lui, où il fit preuve d'une grande retenue, se limitant à boire du thé pendant que les autres buvaient de l'alcool. La retenue s'est avérée illusoire. Alors que Mitchum pouvait boire et se rendre au travail, Howard, lui, s'effondrait seulement après quelques verres. D'ailleurs, l'anecdote nous dit que au 2e jour de tournage, Howard est arrivé sur le plateau avec des chaussettes dépareillées. Et il a piqué une crise d'ivresse lorsqu'on lui a demandé de se changer. Cela détonnait avec les commentaires faits sur Mitchum. Le producteur disait de lui qu'il était professionnel à tout point de vue. Il était ponctuel, connaissait son texte, ne causait aucun problème, et il était aussi gentil avec France Nguyen, vous savez, la fille nommée Tamiko dans le film. Eh bien, elle manquait un petit peu d'assurance. Ça se voit un peu à l'écran d'ailleurs. Mais travailler avec un monstre sacré comme Mitchum, on peut le comprendre. Et il a beaucoup contribué à améliorer sa performance en renforçant sa confiance. Et de son côté, Guy Hamilton disait de Mitchum qu'il comprenait l'importance de l'écoute et que c'était très rare pour une star américaine. Si tout le reste échouait dans une scène, bien vous saviez que vous pouviez toujours compter ou vous rabattre en fait sur un plan de réaction de Mitchum qui pouvait, sans dire de mots, arriver à capter la caméra de par sa présence tout simplement. Il n'y a pas besoin de dialogue. Alors si je devais vous donner mon avis sur ce film, effectivement c'est un film mineur dans la carrière de Mitchum. Ne nous y trompons pas, ce sera pas le grand chef-d'œuvre qu'il a su nous donner sous l'œil de certains réalisateurs avertis. Mais cela reste donc une curiosité puisque le film est assez méconnu. Le nom que l'on doit retenir, c'est ici bien sûr celui que vous avez deviné, c'est le réalisateur. Et c'est pour ça que le film mérite aussi toute notre considération. Ce film précède la première réalisation de James Bond avec l'iconoclaste Goldfinger. Excusez-moi du peu, un excellent cru dans la saga. Il s'en suivra 3 autres réalisations pour ce héros. Les diamants sont éternels, toujours avec Sean Connery. Et ensuite, Vivre ou laisser mourir. Et là, on change d'acteur avec Roger Moore. Et moi, ce film, eh bien, je sais pas pourquoi, j'ai une petite sympathie pour ce film, ce côté un petit peu décalé, la Louisiane, tout ça. Et son 4e Bond, ce sera L'homme au colt d'or. Donc voilà. Il aura mis 4 fois en scène ce héros indémodable. Il aura mis 4 fois ce héros indémodable en image. Enfin, MeToo et le wokisme passé par là ont un petit peu égratigné notre héros séducteur et bien misogyne. Bref, je me demande ce que va donner les prochains James Bond d'ailleurs, parce que vu la tendance actuelle, le héros reste un peu décalé, ou son image reste un peu décalée. Est-ce qu'on va arriver à retrouver ce côté un peu sulfureux, un peu séducteur, un peu buveur, etc., de James Bond dans les prochains? Vu la tendance actuelle, ça risque d'être compliqué. Un film que je voudrais retenir aussi dans la filmographie de Hamilton, même si pour beaucoup il est peut-être passé inaperçu, un film de la fin des années 80, donc fin de carrière, et sûrement oublié, c'est Remo sans armes et dangereux, un film d'action hyper jouissif, peut-être même un sous James Bond fun et décalé. Vous pourrez retrouver la rétrospective sur cette chaîne. Toujours est-il que, pour revenir à notre film du moment, l'affaire Winston, il ne brille pas par son originalité, ce film, non. Mitchum a l'air quand même un peu en retrait, même lors des scènes de procès, il ne mise pas sur une présence charismatique ou alors sur une plaidoirie exemplaire à grand éclat de voix, mais pas du tout. Mais c'est aussi son rôle qui veut ça. Il n'est pas à proprement parler un avocat, il est juste parachuté comme tout bon soldat, prêt à obéir aux ordres sans les discuter. Le film se laisse donc découvrir sans déplaisir, et même s'il ne sera pas le grand chef-d'œuvre, vous l'avez bien compris, d'une carrière, ce qui est bien avec les films anciens, ceux que je traite sur cette chaîne, c'est qu'il y a toujours du positif à en retirer. On n'est jamais devant des grosses nullités. Lorsqu'on regarde certaines productions d'aujourd'hui, et que l'on dit en regardant le film, mais qu'est-ce que c'est nul, mais qu'est-ce que c'est nul, et qu'on est là, dubitatif, à regarder cette purge, alors bien souvent signée
par Netflix, faut le reconnaître, comme par hasard. Et quand même, on se dit à ce moment-là que le cinéma d'avant, eh bien, c'était quand même bien mieux. Et si ça, c'est pas une remarque de vieux bougon, eh bien, je ne m'y connais pas. Voilà, c'est tout ce que l'on pouvait dire sur ce film et ce que l'on peut en retenir. L'important, vous l'avez compris, c'est Hamilton, celui qui a codifié la saga James Bond avec un méchant charismatique, avec des gadgets, notamment la voiture Aston Martin, un ton décalé mais assez classe, le rythme effréné de l'alternance entre l'action, l'humour, la tension. C'est lui qui a fait passer James Bond du héros d'espionnage au mythe pop culture mondiale. Ce n'est pas rien quand même. Donc, rien que pour ça, il faut quand même laisser une petite chance à ce film et se dire pourquoi pas. Il y a l'héroïsme ambigu, la rigueur militaire, les tensions morales, un petit peu d'exotisme avec cette histoire qui s'est censée se passer en Inde. Je vous remercie pour le visionnage. N'oubliez pas de liker si le contenu vous a plu, de partager et surtout de vous abonner. Comme je vous le dis toujours, c'est gratuit, sans engagement. Donc, n'hésitez pas à franchir le pas. Dites-moi dans vos commentaires si vous avez vu ce film ou alors si ça vous donne envie de le voir, de le découvrir. Sur ce, écoutez, je vous dis à très bientôt sur un concept de la chaîne. Vous savez, maintenant, j'essaye d'élargir les concepts. Vous avez le choix. Alors, n'hésitez plus. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, bonne toile, ciao ciao. Meep, meep.